Alors, je ne vais pas être très long, hein. Je vais essayer de vous exposer ce que nous, en tant que médecins dans la commission médicale ou non médecins, rencontrons comme problème face aux malades, à la demande des malades ou à la demande des familles. Et ou à la demande des familles. Comme je vous l'ai dit, au choix, la commission médicale est une originalité par rapport aux autres associations. Nous insistons beaucoup sur l'implication des médecins parce que de toute façon, ils auront un rôle à jouer. Alors face aux malades qui se présentent à nous, on se retrouve face à différentes situations, des plus claires aux plus compliquées. Je compte sur les médecins présents, hein, Marc, Denis, etc., pour compléter mon propos. Donc des situations différentes. Et donc les situations les plus claires, on a parfois des malades qui ont été au courant de la loi, qui connaissent la loi, qui ont réfléchi depuis longtemps à leur fin de vie, qui demandent une aide active à mourir en sachant qu'ils sont atteints d'une maladie grave et incurable. Ça, c'est les situations les plus simples. Assez claire aussi la situation des personnes inquiètes du diagnostic qu'on vient de leur annoncer et qui demandent des renseignements sur les possibilités d'aide active à mourir, mais sans être vraiment décidées, qui ont besoin toutefois d'être rassurées. Plus compliquée, la situation des personnes âgées qui ne sont pas véritablement atteintes d'une maladie grave et incurable, mais qui souffrent d'une polypathologie et qui viennent de nous demander notre avis. Enfin, encore plus complexe, les malades souffrant de troubles psychiatriques et qui demandent l'aide à mourir comme une exigence légitime. Ou encore les malades atteints d'une maladie d'Alzheimer qui sont perdus, qui ne savent plus très bien où elles en sont et quand et comment elles pourront décider de leur demande. Dans tous les cas, le premier contact, souvent téléphonique, est essentiel. Nous leur demandons s'ils ont bien écrit leurs directives anticipées, quand, comment, sous quelle forme. Si ce n'est pas le cas, nous les incitons à les rédiger en s'aidant des textes publiés sur le site de l'association ou d'acheter le guide 2 en 1 qui est assez explicatif. Ensuite, nous leur proposons de réunir le dossier médical, c'est une étape essentielle, afin d'analyser la situation et les possibilités qu'on peut leur offrir. C'est un rôle très important des médecins de la commission médicale. Enfin, nous les rencontrons à leur demande, d'une part pour évaluer leurs demandes réelles, et d'autre part pour leur donner l'information sur les possibilités existantes, les limites de la loi en vigueur en France, et également dans les autres pays. Les étapes sont les suivantes. Nombre d'appels se limitent à une demande de renseignement. C'est extrêmement fréquent. Les gens nous appellent en nous disant « Voilà la situation, qu'est-ce que je peux faire ?» Nous leur expliquons la possibilité que nous pouvons leur offrir, ainsi que tous les renseignements nécessaires à l'éventuelle organisation de leur dossier. Et cela suffit pour beaucoup à les rassurer. On les voit une fois, on les entend une fois, et puis ensuite ils disparaissent. Ou parfois on les voit, on les entend, et ils nous rappellent 6 mois après. Mais pas toujours. D'autres vont plus loin. Ils envoient leur dossier médical. Hélas, pas toujours complet. Là, il faut poursuivre les entretiens afin de connaître et de compléter ce dossier médical. Parfois, il est nécessaire de téléphoner au médecin traitant pour avoir un compte-rendu d'hospitalisation ou pour obtenir les conclusions d'un examen essentiel. L'avis complémentaire d'un autre médecin est souvent justifié et c'est là aussi un intérêt de notre commission médicale. Je suis souvent sollicité sur un dossier un peu litigieux, un peu difficile. Je travaille beaucoup par exemple avec François Guimau qui me sollicite souvent pour analyser des dossiers, juste pour avoir un avis. Et ça nous permet de prendre des décisions ensemble. Une fois le dossier médical complet, compatible avec les lois en vigueur des pays où l'on pourrait éventuellement adresser le patient, il faut évaluer par des entretiens sa volonté réelle. Et là, on passe de l'étape de l'aide active à mourir à une étape réelle de décision. Se pose du type d'aide active à mourir que souhaite le malade. Soit
une aide active avec présence de médecins, comme en Belgique, ou un suicide assisté, comme en Suisse, où le malade fait le geste lui-même. Ce choix entre les deux n'est pas prévisible. Il dépend souvent de plusieurs caractères, de plusieurs facteurs. Le désir du malade, sa sensibilité, son état physique, le type d'affection dont il est atteint, en sachant que les indications en Suisse, par exemple, sont plus larges que celles de la Belgique. Également les moyens financiers, l'état du soutien familial, sans oublier les possibilités locales, en sachant que nos collègues belges sont très sollicités et ne peuvent pas toujours répondre à toutes les demandes venues de France. Si cette première étape concernant directement le demandeur est dans la majorité des cas relativement facile à clarifier. Par contre, en ce qui concerne les familles, ce n'est pas toujours simple. Là encore, il y a plusieurs situations. Les cas les plus simples, c'est la famille qui est ouverte à l'idée de l'aide active à mourir, même si cette perspective est difficile à accepter venant d'un parent aimé. Plus difficile est le cas où le malade ne veut pas que sa famille soit au courant. Je pense à titre personnel qu'il faut insister. Ça me semble très important que les proches soient au courant de la décision du malade. Enfin, il y a des situations complexes qu'il ne faut pas négliger, où les familles sont elles-mêmes en conflit. Il faut se méfier des membres de famille qu'on ne voit jamais ou qui refusent l'entretien. Ce sont eux qui risquent de réagir négativement après le décès et mettre l'affaire entre les mains de la justice. Bien que ce soit au malade de décider, il faut savoir parfois refuser d'aider si l'on sent la situation ambiguë au niveau familial, complexe, dans laquelle les membres de la famille règlent des comptes ou qui ont des convictions religieuses très marquées. Une fois la décision du malade prise, reste la question de l'accompagnement par les familles. Il paraît souhaitable que l'un des membres de la famille accompagne son parent. Si ce n'est pas possible, n'importe quel militant peut se porter volontaire. En effet, nombre d'accompagnateurs ne sont pas médecins, mais connaissent bien le problème et sont aussi efficaces que les médecins. Il faut toujours bien préciser, comme c'est parfaitement écrit dans la note de Nathalie Andrews, qu'elle a rédigée récemment, les conditions de l'accompagnement, et en particulier la prise en charge financière, le transport, l'hébergement par la famille ou par le malade. Alors quel sera le rôle des médecins si la loi passe ? Tout ce que j'ai dit et précédemment reste valable, tant en ce qui concerne l'aide à l'élaboration du désir du malade, l'analyse du dossier médical, les directives anticipées, les conditions de réalisation. Il est évident que si la loi passe, il sera plus aisé de répondre à la demande et de permettre aux malades de mourir chez eux. Rappelons que, même dans le cas de suicide assisté, le médecin a un rôle que je voudrais rappeler un petit peu ici. C'est lui qui fait la prescription médicale. Il doit être présent le jour de l'acte, même s'il est dans la pièce d'à côté. Il doit être actif si la personne n'a pas les capacités physiques de faire le geste. C'est un médecin aussi qui confirme le dossier. C'est le cas dans tous les pays qui ont légiféré, n'en déplaise aux militants qui pensent qu'on peut tout faire sans les médecins. Et non, c'est toujours comme cela. Ce n'est pas un problème de pouvoir du tout. Alors vraiment, je peux vous dire que c'est plutôt une charge. Mais c'est une question de respect et c'est une question de conception du soin. Et pour ces médecins qui se sont engagés dans cette voie, aider les patients jusqu'au dernier moment fait partie des soins. Tout cela demande beaucoup de temps médical et ça peut être un frein, à l'application de la loi. D'où l'amendement que nous avions posé, qui avait été repris par une députée LFI, d'autoriser les médecins retraités de participer à l'aide active à mourir. Ça nous paraissait essentiel. En Belgique, en Hollande, comme au Québec, nombre de médecins retraités interviennent et permettent aux médecins généralistes d'être un peu déchargés de cette tâche quand ils sont surchargés. Cet amendement proposé n'a pas été retenu
lors d'une séance au Parlement qui s'est tenue un vendredi après-midi, en fin d'après-midi, devant seulement 121 députés sur 577. Et il y a eu 70 amendements contre et 50 pour. Ce qui veut dire que même si la loi passe, il y aura encore du pain sur la planche. Et que celle-ci soit facilement réalisable, avant que celle-ci soit facilement réalisable. D'où l'importance de continuer à se mobiliser après la loi. Je vous remercie.